Bonjour à tous et bienvenue dans Un jour un éveil. Nous nous retrouvons dans ce premier podcast que je vais d'ailleurs appeler le numéro 0. En fait, ça ne va pas être le numéro 1, tout simplement parce que le numéro 1 est déjà attribué à une autre personne, une personne qui m'est chère et qui a fait partie intégrante de mon éveil spirituel. Donc je souhaite lui laisser la place du numéro 1. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le numéro 0 qui en fait va parler de moi. Tout simplement pour commencer, pour que vous appreniez à me connaître et que je puisse me présenter à vous ici et maintenant. Donc je m'appelle Tiffaine Fossé, je suis née sous le nom de Tiffaine Vincent, mais je suis maintenant mariée à un homme vraiment extraordinaire qui m'a énormément soutenue dans tout mon chemin et tout mon éveil et qui me soutient encore énormément aujourd'hui. Ensemble, nous avons une petite fille qui s'appelle Lison et qui vient tout juste d'avoir 3 ans cette semaine, qui nous fait vraiment... Je ne sais même pas comment dire à quel point elle nous remplit de bonheur et au quotidien nous fait sourire, rire, grandir. Voilà, c'est un chemin extraordinaire et que nous avons la chance de vivre. Notre parentalité a été bien sûr très tumultueuse à ses débuts parce que vous le découvrirez donc lors de ce podcast, mais il y a eu des événements associés qui ont été compliqués pour nous à vivre. Mais nous sommes maintenant dans un équilibre de vie et une parentalité qui est très sereine et apaisée. Tout ça, ça a demandé beaucoup de travail sur nous, individuellement, en couple, et puis sur notre entourage, notre famille, nos amis, aussi sur nos choix de vie. Donc ça a été vraiment un long chemin et ça n'a pas forcément été tous les jours facile. Donc ça, je tiens à le préciser, puisque c'est vrai que souvent, quand on écoute des personnes qui ont fait un éveil spirituel et puis qui sont maintenant super équilibrées, super bien dans leur parentalité, dans leur féminité, dans leur couple, dans leur incarnation, c'est vrai que ça peut paraître hyper facile et on se dit « Oh là là, mais moi, j'y suis pas du tout ». Et en fait, non, il y a forcément un chemin derrière et le chemin n'a d'ailleurs jamais de fin. On est encore dessus en continu. Voilà, donc j'ai 32 ans et j'habite à Munich en ce moment. On a énormément voyagé. Avant Munich, on a fait une petite pause d'1 an en France, mais avant ça, nous étions à Hong Kong pendant 3 ans. Et puis avant, on a encore bien vadrouillé à travers l'Asie et l'Europe et autres. Donc ça, c'est pareil, c'est une toute autre histoire, mais on est à la base de grands voyageurs et on aime découvrir les différentes cultures, voyager en suivant aussi nos connaissances, nos amis, c'est-à-dire qu'on va rarement juste dans un pays comme ça, on va vraiment pour voir des gens, pour habiter avec les personnes et puis pour vivre l'expérience la plus en immersion possible, si je puis dire. Parlons de mon éveil spirituel. Alors. Donc, tout d'abord, il faut revenir à la base, c'est-à-dire mon enfance. J'ai envie de dire une enfance au final assez compliquée, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Hein, on a tous son chemin. Mais surtout dans l'hypersensibilité, c'est-à-dire que c'était difficile pour moi dans ce monde de comprendre en fait les fonctionnements, de gérer ce qui m'entourait. C'est vrai que je me sentais beaucoup agressée par mon environnement, que ce soit au niveau sonore, au niveau kinésio, au niveau de plein de choses. Parce que je pense que je percevais déjà énormément et que du coup c'était trop pour moi, que je ne savais pas le gérer et que du coup mes parents étant dans leur problématique donc de personnes bien incarnées ne voyaient pas forcément et ne pouvaient pas forcément m'accompagner là-dedans. Donc ça a été un challenge pour moi individuel de savoir ce que je vivais et de comprendre ce que je ressentais. J'ai donc forcément une enfance pas forcément très heureuse, avec beaucoup d'histoires, de tumultes, etc.
Mais au fond de moi, quand je racontais ces histoires-là à mes copains, déjà ils me croyaient jamais, ils me disaient mais tu racontes un film, c'est pas vrai, c'est pas possible de vivre des choses comme ça. Donc déjà c'était difficile pour moi parce que c'est vrai qu'on me croyait pas dans ce que je vivais. Mes parents non plus évidemment et puis du coup j'avais un grand soutien de mes grands-parents par contre qui ont toujours été très à l'écoute et puis qui acceptaient cette vérité qui était la mienne et c'est vrai qu'au fur et à mesure au final j'avais cette confiance mais vraiment incroyable que l'avenir allait être magnifique. À ce moment-là, je conceptualisais pas de guide ou d'ange gardien ou autre. J'avais aucune croyance en tout ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui prenait soin de moi et qui était là pour me guider, puis qui allait m'apporter vraiment tout ce dont je rêvais. Et ça allait très bien se passer. Ça, j'en étais persuadée. Donc à chaque fois que je vivais des choses horribles, des choses très difficiles et que j'étais vraiment au plus bas, je me disais, mais c'est normal, c'est pas grave. Je vis ça parce qu'en fait, ça va être super après. Et vraiment, c'était ça ma conviction. Alors je me disais que j'étais un petit peu folle de croire ça, parce que je vivais vraiment des choses pas très sympas, mais ça, je sais pas, c'était au fond de moi et j'avais envie de croire en ça. Et puis à 15 ans, vraiment la situation s'est dégradée avec mes parents, la situation familiale. Et donc j'ai dû partir de France toute seule, donc j'ai été en famille d'accueil en Irlande. Alors là, j'ai eu énormément de chance. Je me suis retrouvée donc dans une école pour filles, uniforme, catholique, voilà. Et je ne parlais à l'époque, mais vraiment pas un mot d'anglais. C'est-à-dire que ma prof d'anglais à l'époque avait abandonné, m'avait dit écoute, reste dans un coin et puis juste fais pas de bruit, mais même le hello, je ne l'avais pas, quoi. Je me souviens dans les contrôles qu'on avait, il fallait mettre la date en haut à droite là, et dire Monday, tata. Et à chaque fois, même ça, je n'y arrivais pas. Donc c'était vraiment une épreuve pour moi que les cours d'anglais. Et donc, me voilà toute seule arrivée. Et puis alors, mes parents ne m'avaient même pas amenée, hein, ils m'avaient mis dans l'avion et hop, allez, c'est parti. Et il y a un monsieur irlandais grisonnant avec une moustache qui arrivait à l'aéroport pour me chercher et puis il me dit quelque chose, elle me dit et j'étais là mais qu'est-ce qu'il me raconte, et donc je l'ai regardé des grands yeux et je lui ai fait un grand sourire et puis bon il a répété 2-3 fois puis il a compris que pour moi c'était pas possible. Il m'a déposée dans ma famille d'accueil et puis j'ai eu quelques semaines sans comprendre, mais c'est-à-dire sans comprendre quoi que ce soit de ce qui m'entourait, puisque j'étais dans un environnement où il y avait vraiment aucune personne qui ne parlait français, que moi je ne parlais pas d'autres langues, et donc c'était une expérience assez incroyable, puisque c'est-à-dire que 24 heures sur 24, j'étais dans ma bulle, dans mon univers, dans mes perceptions, et je devais comprendre les choses d'une autre manière, puisque le langage n'était pas là. Et ça a développé quelque chose d'assez incroyable, parce que j'ai dû commencer à analyser les gens et à vraiment regarder le contexte pour pouvoir tout comprendre sans comprendre. Je me souviens que sur le moment, c'était bien évidemment très dur, puisque à 15 ans, je me retrouvais toute seule dans un pays étranger, je ne savais pas du tout ce que je devais faire et j'étais vraiment... en plus, voilà, les parents d'accueil, c'était vraiment juste un lit et puis une chambre. Hein. On n'avait aucun contact avec eux, ils faisaient rien du tout pour nous, ils nous déposaient... Enfin voilà, il fallait qu'on aille à l'école seul, etc. Donc j'ai dû apprendre à prendre un ticket de bus sans comprendre quel ticket de bus il fallait prendre, comment aller à l'école sans comprendre. Je me souviens, ils nous avaient même pas amenés à l'école, donc trouver l'école, enfin voilà, c'était un challenge. Heureusement, et là c'est là où les anges gardiens interviennent, on a mis sur ma route une jeune Espagnole un peu plus âgée que moi, qui avait déjà 16-17 ans, Laura, et qui avait un grand cœur, et puis qui en me voyant un peu comme ça, avec mon grand sourire, mais sans pouvoir parler, a voulu prendre soin de moi. Donc elle a commencé à me dire, je comprenais pas, mais à me montrer qu'elle voulait que je l'accompagne, que je sois avec elle. Et puis on a fait un petit bout de chemin ensemble.
Elle m'emmenait à l'école parce que bien sûr elle faisait partie de la même école, on n'était pas dans la même classe, donc après la journée on n'était pas ensemble, mais voilà, et puis elle m'attendait à la fin des cours et on rentrait ensemble. Et puis au fur et à mesure des jours, des semaines, on a commencé à tisser une relation. Alors c'était très très drôle puisque on était dans ces minuscules chambres qui faisaient, je sais même pas 4 mètres carrés. Il y avait vraiment un lit simple et puis un mini bureau et c'est tout. Et on avait tellement froid parce que c'était très mal chauffé. Donc on se retrouvait avec un chocolat chaud le soir dans ma chambre et puis on se mettait sous la couette sur mon lit et en fait mon père avait eu la bonne idée, bon à l'époque on n'avait pas de portable avec internet ni quoi que ce soit, ça remonte un peu, et pour avoir internet il fallait aller en ville et puis il y avait un cybercafé, il fallait payer et on avait le droit à 1 heure, voilà, donc c'était vraiment pas si facile que ça. Il m'avait offert avant que je parte une petite, c'est pas une tablette hein, comme maintenant, mais c'était un petit dictionnaire électronique en fait. Donc, mais il y avait une touche par lettre et donc pour faire un mot, il fallait appuyer vraiment sur chaque touche. Une par une et puis après il fallait faire traduire et donc en fait on a communiqué comme ça soirée après soirée avec des dictionnaires aussi papier et puis voilà des dictionnaires, le petit dictionnaire comme ça et puis surtout elle me parlait, elle arrêtait pas, elle était très bavarde et puis elle s'en fichait un peu, je crois que je comprenne pas et du coup elle me parlait pendant des heures puis moi je lui souriais et puis je disais 2-3 mots. Donc voilà, elle avait une passion pour le dessin, moi aussi à l'époque, alors on a beaucoup dessiné ensemble. C'était vraiment de beaux moments de partage parce que c'était beaucoup plus sur des choses très très simples. Voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, à ce moment-là de ma vie, j'ai vraiment débloqué certaines capacités à comprendre les autres, à comprendre les émotions, à analyser mon environnement d'une manière et d'une perception très fine en fait, parce que je n'avais juste pas le choix, c'était un peu de la survie on va dire, hein. Il fallait que je puisse comprendre ce qui se passait autour de moi et puis il y a des choses qui se passent comme ça, on m'avait toujours dit oui tu vas voir, le cerveau il débloque la capacité langage au bout de quelques mois, tu deviens bilingue comme ça, bon c'est ce que me disait mon père pour me rassurer. Et puis au final, ça s'est vraiment passé, c'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, même pas quelques mois, au bout de quelques semaines, je dirais, j'ai commencé doucement à comprendre l'espagnol. Donc, puisque bien sûr elle était espagnole. Et donc ça faisait beaucoup rire mes copains, un peu moins mes parents qui m'avaient envoyé là à la base pour que je parle anglais. Donc ils se disaient quand même, elle va vraiment un blocage avec l'anglais parce qu'elle arrive, même en étant en Irlande, avec personne qui parle français, à ne pas parler anglais. Donc voilà. Mais au final, voilà, en 3 semaines, j'ai commencé à comprendre un peu, donc je suis sortie de ma bulle, et puis au bout de quelques mois, en effet, je pouvais vraiment communiquer, puis ça devenait très fluide, à tel point que vraiment, c'était quasiment plus fluide pour moi de parler espagnol, parce que ça allait beaucoup plus vite que le français, et puis c'est pas la même façon de parler, donc j'aimais bien. Voilà, donc pour la petite histoire du début, et qui pour moi est en fait le début de cet éveil puisque j'ai perçu plein de choses à ce moment-là et que j'étais très connectée du coup à la nature, à tout ce que je ressentais autour. Et par la suite, quand je suis rentrée, j'ai eu la chance l'année suivante de partir 3 mois en Australie en échange et je me suis retrouvée pareil dans une famille d'accueil qui là était en fin fond de la campagne à côté de Melbourne et dans un ranch avec des lacs, etc. Et pareil, voilà, une connexion là, à la terre, aux énergies qui était incroyable. Et puis en voyageant comme ça dans le monde, je me suis rendu compte qu'à chaque fois j'apprenais des nouvelles choses et que je découvrais des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire et que ça m'ouvrait l'esprit en fait sur d'autres manières de penser, d'autres manières de faire les choses en fait. Et j'ai adoré ça, ce qui m'a poussée bien sûr à continuer par la suite, donc je ne me suis pas arrêtée. Mon bac en poche à 18 ans, on est parti
avec ma copine américaine, Océane, avec qui après j'ai été en colocation pendant quelques années. Et une de ses amies, on a pris le train. À l'époque c'était Interrail, on prenait un petit pass et puis on pouvait partir où on voulait en Europe. Donc sac à dos et puis un chapeau sur la tête et on est parti pendant un mois faire le tour de l'Europe. Pareil, pour vraiment découvrir un peu tous ces pays. Bien sûr, à cette époque-là, encore beaucoup de fêtes, etc. Mais c'était des belles découvertes. Et puis, quand même, dans cette notion de partage, vraiment, avec les locaux, de vivre des expériences assez intéressantes et profondes, avec plus ou moins de difficultés aussi, bien évidemment. Parce que c'est vrai, quand on est comme ça en vadrouille, ou bien c'est un peu de l'aventure, il nous arrive forcément des histoires et en fait il faut savoir s'en sortir plus ou moins et ça encore une fois ça va être anticipé, regarder autour de soi, voir le danger arriver, comment anticiper tout ça et puis y faire face. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette confiance depuis mes 15 ans et depuis ce moment en Irlande que j'étais capable maintenant d'analyser les choses et de les voir un peu arriver. Et ça s'est accentué, c'est-à-dire que à chaque fois que j'avais une situation où j'allais avoir un accident, où il y allait avoir quelque chose vraiment de grave qui allait arriver, je le percevais. Alors c'était vraiment, ça allait à quelques secondes avant, vraiment rien, à quasiment une minute avant. Et de plus en plus, c'est-à-dire que la première fois je me disais non, c'est mon cerveau qui a fait un bug, donc je crois que j'ai vu le truc arriver, mais non, pas du tout. Et puis en fait, au bout de la 10, la 20e, la 30e fois, on se dit non, mais là quand même, j'ai vu le truc venir. C'est vrai quoi, j'ai même pu le dire avant. Donc voilà, au fur et à mesure, je commençais à me faire confiance là-dessus. Je me souviens d'un voyage, alors là c'était un peu après, bon bah, peu importe parce que j'ai beaucoup voyagé donc on va pas les faire dans l'ordre, mais où j'étais en Israël et puis j'étais chez une de mes meilleures amies là-bas qui est israélienne et je passais mes étés là-bas à l'époque et puis pour leur faire plaisir, ils avaient travaillé toute la journée, j'avais envie de leur faire un bon repas et je me suis brûlée. Alors c'est vrai que j'avais mis un poulet à cuire à ce moment-là, je mangeais encore de la viande, j'étais même très 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 viandarde à l'époque et du coup j'avais mis un poulet à cuire pendant des heures au four et en fait j'ai voulu sortir le plat et comme c'était pas mes plats, c'était pas chez moi, je me suis pas rendu compte et en fait j'ai pris le couvercle pour ouvrir à main nue en fait parce que je sais pas et donc là je me suis vraiment brûlé très fort la main. Et puis du coup, je savais pas trop quoi faire parce que j'étais seule et puis je voulais pas les déranger au travail, etc. Donc à ce moment-là, j'ai appelé mon père qui tout de suite m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que j'ai ressenti un truc, etc. » Et je dis « Oui, t'as bien ressenti, je viens de me brûler très fort. » Et c'est vrai que mon père avait toujours coupé le feu, enfin je l'avais toujours entendu dire ou vu un petit peu quand j'étais petite, enfin voilà. Et donc là, je dis, bah écoute, je sais pas ce que tu fais d'habitude, mais là, il faudrait vraiment que ça marche parce que je me suis bien brûlée. Et donc, on a fait, voilà, ensemble le petit rituel pour couper le feu. Donc, il m'a expliqué comment faire, il m'a dit que je pouvais le faire, que voilà, c'était accessible à tout le monde. Et puis je suis restée comme ça un petit bout de temps parce que j'étais quand même sacrément brûlée, puis j'étais un peu remuée émotionnellement. Donc il est resté avec moi au téléphone et puis j'ai coupé le feu et il a coupé le feu aussi à distance pour m'aider. Et là, bon bah c'était la première fois que moi je le vivais vraiment parce que j'avais vraiment été brûlée, j'avais ressenti la douleur au plus haut point et puis bah il y avait plus rien quoi. Et puis à tel point que quand ma copine est arrivée, je lui ai raconté, elle me dit bah non tu t'es pas brûlée, t'as vraiment rien sur la main. Et j'ai dit bah si je te jure que je me suis vraiment brûlée. Donc voilà, et après ça je me suis dit bon bah en fait je sais faire et tout le monde peut faire. Et c'est vrai, tout le monde peut faire. Sur ça aussi c'est important de se rendre compte qu'il n'y a pas des gens qui ont des pouvoirs magiques ou des capacités hors normes, etc. On a tous la possibilité d'avoir accès à ces capacités-là. Après, c'est juste qu'on les développe plus ou moins, on les travaille plus ou moins. Et c'est comme tout le monde, en fait. Il y en a qui vont avoir plus de sensibilité à certaines choses parce qu'en fait, ils sont plus
ils sont plus en contact, ils le travaillent plus, ils le pratiquent plus. En fait, c'est comme tout, c'est comme les grands sportifs. Et ben, en fait, les capacités, ça se pratique, ça s'entraîne vraiment quotidiennement si on veut les augmenter. Et après, bien sûr, on en a un peu. Il y a certaines personnes qui naissent avec déjà un peu plus d'ouverture sur ces capacités, sur cette sensibilité-là. Mais il n'y a personne qui ne peut pas ressentir ces choses-là et y avoir accès en tout cas. Donc ça c'est aussi important. Il n'y a pas une élite au-dessus qui sait et qui a la connaissance et les dons et une partie de la population qui n'en a pas. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, de mon point de vue en tout cas. Et donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là justement que j'ai découvert ça. J'ai découvert qu'au final, on pouvait tous pratiquer un petit peu de magie à son échelle. Et puis, tranquillement, c'est quelque chose que je pratiquais régulièrement, dès que les copains se brûlaient, dès que ma petite sœur, mon petit frère se brûlait. Voilà, c'est quelque chose que je faisais, sur moi-même évidemment, puisque étant à l'époque dite maladroite, parce que je n'étais pas maladroite, mais on disait de moi que j'étais maladroite, donc je l'étais évidemment énormément. Du coup, je me brûlais énormément, je cassais beaucoup de choses, etc. Et puis, du coup, tous ces voyages, voilà, m'ont amené à mon voyage le plus initiatique, j'ai envie de dire, qui va être l'Inde. C'est-à-dire que depuis, je crois, mes 7 ans, parce qu'en fait, quand j'ai eu la varicelle, j'ai eu une marque qui s'est formée au milieu de mon front, qui correspond un peu à la marque du point rouge que les femmes peuvent se mettre en Inde, par religion. Et donc, j'avais toujours dit, je suis indienne, dans tous les cas, moi, je vais aller vivre en Inde, depuis toute petite. Je me disais indienne, je me ressentais indienne, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'était là-bas, c'était mon pays, c'était ma vie. Et pendant très longtemps. Et au final, j'aurais eu plusieurs possibilités d'aller en voyage en Inde, puisque j'avais des amis indiens, des amis qui avaient vécu en Inde, qui me proposaient, mais à chaque fois je leur disais non, c'est pas le moment pour moi, j'ai besoin d'aller y vivre, j'ai besoin que ce soit ma vie qui soit en Inde. Et puis, après ma licence, du coup, je me suis dit, je vais faire une pause dans mes études. J'avais fait une bi-licence d'histoire et de sciences politiques, sans grande conviction, vraiment, juste pour faire plaisir, plus qu'autre chose. Et ça me parlait pas spécialement. Et puis, j'avais envie d'expérimenter à ce moment-là. Donc, je me suis dit, je vais faire ma vie en Inde cette année-là. Et je me suis débrouillée pour trouver un travail qui soit juste nourri, logé. Mais voilà, j'avais 600 € d'économie à l'époque et je me suis dit, j'avais travaillé, je sais plus, j'avais fait, il me semble, de la vente de tout ce qui est journaux, etc. Enfin, abonnement mensuel aux journaux. Et donc j'avais 600 € et je m'étais dit, bon, 600 €, je peux partir 6 mois, 100 € par mois en Inde, bon, ça va. Puis j'avais un petit peu de côté pour me payer le billet d'avion. Et au final, j'ai tout de suite trouvé, c'est-à-dire, j'ai vu, mais je ne sais même plus, c'était sur un site complètement random, enfin vraiment pas du tout. Enfin voilà, je suis tombée dessus comme ça, hein, c'était vraiment de la chance. Mais maintenant je ne sais que c'était pas de la chance, mais sur le moment je me suis dit c'est totalement absurde de tomber sur cette annonce-là. Et c'était un couple de Français qui cherchait des professeurs de langue parce ils étaient en train de monter un institut de langue dans le Rajasthan, à Udaipur. Et donc ils proposaient de nous nourrir, de nous loger contre des heures de cours. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, pareil, étant dite très mauvaise en orthographe, forcément j'étais mauvaise en orthographe, puisque c'est ce qu'on m'avait toujours dit. Et donc, être prof de français, ça paraissait quand même un peu absurde, et un peu le monde à l'envers. Mais encore une fois, sur le moment, je me suis pas démontée, je me suis dit j'ai plein d'autres compétences. À l'époque, j'étais déjà directrice de séjours pour les adultes handicapés mentaux, je faisais aussi animatrice pour les séjours pour enfants autistes, j'animais des formations, etc. Donc j'avais quand même un petit peu d'expérience dans l'animation depuis déjà au moins 5 ans, parce que j'avais commencé à 15 ans avec le BAFA.
Donc sur ça, j'étais sûre de mes compétences. Donc en fait, j'ai eu l'entretien, puis je lui ai dit, voilà, moi je suis pas hyper forte en français, mais par contre en pédagogie, là, j'ai un bon background. Et franchement, j'y suis allée. J'ai étalé un peu toute mon expérience. Et puis bon, je suis passionnée. Donc quand je suis passionnée, généralement, ça convainc. Donc ça s'est très bien passé, surtout qu'ils étaient bien évidemment dans une démarche aussi alternative de ne pas forcément enseigner à la manière française, mais plutôt vraiment avec des nouvelles méthodes qui me parlaient beaucoup. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre 2 bécherelles avec moi, puis je vais potasser, puis tout s'apprend. Donc en fait, moi aussi, je peux apprendre le français. En fait, je suis française. Puis si je l'apprends, bah comme ça, je pourrais l'apprendre aux autres. Donc j'ai commencé à apprendre le français, à apprendre à écrire le français pour l'apprendre aux Indiens. Et puis donc arrive le moment où je dois l'annoncer à mes parents, puisque j'avais pas du tout parlé de ce projet-là, j'avais très peur qu'ils m'en empêchent ou qu'ils soient pas d'accord, même si j'étais majeure hein, et vaccinée, mais j'avais pas envie qu'ils viennent mettre leur grain de sel là-dedans. Donc j'annonce, donc cette année-là, j'étais partie en séjour, et puis du coup, je reviens des séjours avec les adultes. Et puis du coup, j'annonce, enfin en fait c'est même pas moi qui annonce, puisque c'est une des personnes avec qui je travaillais l'été, à qui j'avais dit que je partais en Inde, qui l'a dit à mon père. Donc mon père est venu me voir en disant ah bon bah écoute j'aurais été contente de le savoir avant. Et puis bon, on en a discuté, au final ça s'est très bien passé. La seule chose où je me suis laissée convaincre, on va dire, c'est de, au final, ne pas abandonner, ne pas complètement faire une pause dans mon M1 et en fait de me mettre en contrôle terminal et de réaliser mon mémoire en Inde en fait pour essayer quand même de valider mon M1 à distance. Donc sur ça, bon, pour moi ça n'avait pas beaucoup d'importance, ça changeait pas grand chose. Ça me donnait un projet en plus en Inde, donc je trouvais ça intéressant. Donc au final, j'ai vu avec ma fac et on s'est arrangé. J'ai trouvé un maître de mémoire juste avant de partir qui me soutenait énormément dans ma démarche. Donc c'était super. Donc je suis partie en Inde comme ça. Et là, évidemment, une énorme claque comme absolument toutes les personnes, je pense, qui se retrouvent en Inde pour la première fois. J'ai vraiment eu comme une déconstruction de ma personne, de mon identité profonde. J'ai pas pris conscience de ça tout de suite, bien évidemment, mais c'était très dur au début parce qu'en plus on vivait dans un village, on n'avait pas tout le temps l'électricité, on n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de toilette, enfin, on n'avait pas de douche, voilà, c'était une super belle maison, hein, mais disons que on était dans la campagne, quoi. Donc voilà. Et on vivait à l'indienne, puisqu'en fait, les 2 Français avec qui je faisais le projet étaient vraiment, au final, devenus très indiens. Ça faisait des années qu'ils vivaient là. Eux avaient leurs frères indiens avec qui ils vivaient, donc de vrais indiens. Donc c'est vrai qu'ils parlaient que hindi, ils étaient très intégrés. Au final, ça a été assez magique pour moi, parce que toute cette... alors on dirait que c'est de la vie rude maintenant, mais oui, un peu, en fait, en tout cas, cet inconfort m'a fait du bien, dans le sens où, en fait, ça m'a fait revenir à la base et à ce qui est important et ce qui est essentiel, et ça a enlevé toute la furiture, je sais pas si ça se dit comme ça, pardon, mais enfin, vous comprenez l'idée, tout le superflu, en fait, de ma vie. Moi, j'étais étudiante parisienne, on sortait tout le temps, on faisait la fête, c'était hyper superficiel, les soirées c'était des discussions politiques bidons. Alors déjà sur le moment je détestais ça et je me sentais toujours comme un extraterrestre à regarder les gens comme ça, sans les juger, parce que c'est juste que je comprenais pas, et puis moi j'arrivais pas à aimer, j'arrivais pas à m'intégrer, j'arrivais pas à vibrer pour ça, quoi. Et eux avaient tellement l'air de vibrer en parlant politique, en débattant sur comment changer le monde, etc. Puis moi j'étais juste là, mais faites les gars, faites, arrêtez de parler, c'est pour moi c'était du vent tout ça, et ça n'avait aucun sens pour moi. Et en fait là, pour la première fois, hormis pendant les séjours avec les adultes, l'été, où je me retrouvais face à du vrai, parce que ces personnes-là ont vraiment une manière d'être qui est tellement pure et qu'elle tellement sans masque, sans filtre, que à chaque fois c'est pour ça que j'adore ces étés où ça me reconnecte avec
avec la vérité, avec quelque chose de vrai. Mais hormis ça, je trouvais pas dans mon quotidien ça. Et là, je le retrouvais complètement. C'est-à-dire que voilà quoi, si on veut prendre une douche, on se prend un bac d'eau, puis on va le chauffer un petit peu, puis on va faire le strict minimum pour se nettoyer parce que voilà, c'est tout quoi. Et puis quand il n'y a pas l'électricité toute la journée, on réfléchit à sa consommation. Ok, est-ce que vraiment j'ai besoin de regarder une série pendant 4 heures? Peut-être pas quoi. Je peux peut-être prendre un livre et puis je peux peut-être dessiner, Et en fait ça m'a amené à faire plein d'autres choses du coup. Plein d'autres choses. Et donc c'était super. Et puis cette vie en communauté, parce que nous on vivait dans une grande maison avec beaucoup de personnes, avec des professeurs de partout dans le monde, des Allemands, des Français, des Italiens, des Espagnols, du coup des Indiens. Et puis du coup, savoir vivre en communauté alors qu'on se connaît pas, qu'on voilà, on n'a pas forcément que des affinités, c'était hyper intéressant. Et c'est là où j'ai découvert aussi que j'aimais le groupe en fait, que j'aimais vraiment ça. Être dans un groupe, mais organiser le groupe et puis voir comment on pouvait tous s'entendre, ça c'était super. Et puis ce beau projet donc d'institut qui démarrait, donc il y avait encore énormément à faire, vraiment tout était encore à faire. C'était les prémices, on avait les premiers élèves, et donc c'était un vrai challenge et j'ai participé pas mal à ça. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné une place et ça c'était vraiment, je les remercie encore, vraiment ça a été des personnes incroyables pour moi, Antoine et Clémentine, voilà, si un jour ils entendent. C'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi et puis qui avaient une place vraiment centrale dans tout ça. Parce qu'ils avaient déjà une vision différente, une vision un peu novatrice. Et puis c'était des rêveurs, donc ça c'est super les rêveurs. Et puis ils avaient des très beaux rêves qui mettaient en application. Et ça c'est important aussi quand on est rêveur d'arriver à le concrétiser dans la matière. Et ça, ils étaient très forts pour ça. Donc voilà, j'ai passé une belle année en Inde, plein de découvertes. Et puis en fait, ce que je faisais, c'est que les week-ends, du coup, j'avais pas de cours à donner. Et donc je partais. Je prenais des bus le vendredi soir. Et puis je dormais dans les bus. Et puis j'arrivais dans des endroits inconnus. Et puis sur le moment, je me louais un petit scooter. C'était même pas des scooters, hein, c'était des mobylettes, quoi, des pétaradettes là. Et puis je partais. Je partais à l'aventure toute seule comme ça. Alors maintenant, je me dis que j'étais complètement inconsciente de faire ça. Mais sur le moment, j'avais conscience du danger, j'avais conscience de tout ce qui pouvait m'arriver. Et puis bien sûr, j'avais prévu les choses, j'avais une bombe poivre, etc. Je faisais toujours très attention à comment je m'habillais, je faisais très attention à où je me mettais, à quand je descendais, etc., etc. Puis au bout de quelques mois, je comprenais quand même un peu l'hindi, donc je comprenais encore une fois ce qui se passait autour de moi. Et puis n'oubliez pas, j'avais acquéri ce super pouvoir quand j'étais en Irlande, de voir arriver les choses, puisque j'avais cette analyse complètement très très fine des intentions des gens. Et puis je pouvais, avec mon autre super pouvoir, voir les dangers, les accidents arriver avant aussi. Donc, je me sentais pas surpuissante, hein, j'étais peureuse quand même, et puis j'étais même très peureuse, donc il y avait plein de choses que je faisais pas parce que j'avais peur, je prenais pas du tout de risques, mais quand même, maintenant je me dis que je faisais quand même des choses que je sais pas si j'aurais le courage de faire maintenant. Et puis bon, je me trouvais toujours une petite auberge de jeunesse avant, où je savais que du coup il y aurait aussi des étrangers comme moi. Et puis voilà, et puis souvent je me faisais une petite bande de copains sur place, et puis on faisait une partie des trucs ensemble, une partie j'étais toute seule. Mais en tout cas, j'ai pas mal vécu d'aventures, parce que forcément ça amenait des choses incroyables. Donc forcément, bon, il y a eu des moments un peu risqués, mais tout s'est toujours très très bien passé parce que vraiment, c'est comme si j'avais un ange gardien, quoi. Vraiment, vraiment, tout se déroulait toujours, mais très très bien. À un tel point, j'étais descendue, alors là, très bas, parce que j'étais allée dans le sud de l'Inde pour le Nouvel An, parce que j'avais un peu plus de vacances, donc j'étais allée retrouver mon amie Tibaï, avec qui... j'ai passé pas mal de temps en Inde, qui a été celle qui m'a accueillie en Inde, donc vraiment quelqu'un d'essentiel, et encore maintenant dans ma vie, c'est une des personnes principales. Et je suis toute émue de reparler de cette période de l'Inde, parce que vraiment c'était tellement beau tout ce qu'on a vécu là-bas.
Et donc oui, quand on s'est retrouvés, on s'est retrouvés plusieurs fois, plusieurs moments, mais là c'était donc pour ce nouvel an, oui. Et, euh, et puis en fait j'avais une grosse partie du voyage toute seule. Et j'avais pas forcément tout prévu, et puis à un moment je devais arriver à Pondichéry, qui en fait est du coup une ancienne colonie française. Et donc là je m'étais dit, oh là là, il y a plein de Français, c'est bon, là j'organise rien. Et moi qui normalement prévoyais quand même ma petite auberge de jeunesse au minima, là j'avais même pas prévu, je m'étais dit, franchement apparemment c'est tellement francophone, j'aurais aucun problème, et puis je verrai sur place. Et puis 2 jours avant, je commence un peu quand même à regarder, et puis là rien. Tous les hôtels, tout était booké de chez booké. Et à l'époque, il y avait encore ça existe encore, mais c'est plus très utilisé, il me semble. Mais il y avait Couchsurfing et c'était très utilisé. Donc ça, c'est un site où, en fait, on peut... L'idée, c'était d'accueillir des gens sur son canapé, hein, enfin, à la base. Hein. C'était de dire, j'ai un canapé, j'accueille des voyageurs gratuitement, puis on échange un peu, en fait. C'était un échange humain. Et nous, on adorait ce concept-là, j'en faisais beaucoup. Et donc là, pour Pondichéry, je me dis, bah, j'active Couchsurfing, parce que ça va vraiment être, je pense, une bonne idée. Et puis bah non, tout le monde était en vacances de Noël ou de Nouvel An, donc en fait, les gens n'étaient pas spécialement dispo. Et puis j'avais quand même bien sympathisé avec un garçon qui me disait que lui, en fait, sa maman avait une école, enfin plein de projets, et puis il pouvait pas m'héberger. Mais il m'avait dit, si tu veux qu'on prenne un café quand t'arrives, c'est avec plaisir. Donc on avait un café prévu, donc voilà, et du coup, lorsqu'on prend le café, ça se passe très bien. Il me raconte un peu tous les projets qu'ils font avec sa maman et tout, et c'est incroyable, c'est vraiment magique ce qu'ils font ici. Et puis après, il me dit, bon bah alors, tu dors où ce soir? Et là, je dis, ah bah j'ai pas encore d'endroit, j'ai prévu de trouver ça cet après-midi. Et il me dit, ah non, mais là, tu trouveras rien du tout. Et donc, je lui dis, bah écoute, je sais pas, je vais voir, faut bien que je trouve. Il me dit, bon bah si tu veux, ma mère a une maison qui est pas habitée, qui est pour son association. Et puis bah là, elle héberge quelqu'un là-bas en ce moment dans une des chambres. Puis je crois qu'il reste plein de chambres. Enfin, c'est un truc vraiment vide, mais il reste des chambres. Donc si tu veux, bon, si t'as pas trop peur d'être toute seule là-bas, tu peux aller dormir là-bas. Et il me dit, et puis si tu veux, il y a une sorte de spectacle fête ce soir avec l'association et tout. Donc je passe te chercher, puis on y va ensemble, je te présente tout le monde et tout. Donc super. Moi j'adore, c'est vraiment comme ça que j'aime voyager, c'est vivre avec les gens comme je vous l'ai dit. Donc là c'était exactement ce que je voulais. Donc il m'amène dans cette maison qui est en effet super mignonne, très très grande, mais vraiment avec rien dedans, juste un lit et puis c'est tout. Et je crois que j'ai même jamais croisé l'autre personne qui dormait là. Et au final, et puis je reste quelques heures pour me reposer un peu tout ça, et puis il vient me chercher, on fait la soirée, ça se passe super bien, c'est un super moment. Je rencontre plein de Français, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas rencontré de Français, parce qu'à Udaipur, on était très très peu au final, même d'étrangers tout court, vu que c'est une petite ville, et donc ça me faisait du bien aussi d'être un peu dans un autre milieu, un peu expat, que je connaissais pas du tout. Et puis on fait la fête, voilà, on n'arrête pas, il me montre Pondichéry de nuit, je monte sur les motos, on va partout, et puis à la fin on finit à se mettre sur le toit de la maison où moi je dors. Donc on était un petit groupe de Français et autres, et on a bien rigolé toute la nuit. Puis après ils sont rentrés chez eux chacun. Et puis bon bah... Alors, à l'époque, encore une fois, il n'y a pas Internet, je crois pas, il n'y a pas vraiment Internet sur les portables. Bon, c'est pas hyper facile, quoi. J'avais le minimum. Et donc, j'avais pas forcément la météo, voilà. Et donc, il était déjà très tard, mais je dors quelques heures, mais alors vraiment avec des bruits, je me dis, mais c'est la fin du monde. J'ai du mal à m'endormir, je comprends pas ce qui se passe. Mais vraiment des bruits de... Et puis moi, toute seule dans cette grande maison, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, le toit est en train de me tomber sur la tête. Et le toit était vraiment en train de me tomber sur la tête, en fait. Il y avait un ouragan qui était en train d'arriver. Alors, je sais plus si
Enfin, je sais plus quelle catastrophe c'était, mais en tout cas, c'est un de ces trucs. Et donc, il y avait un vent énorme qui était arrivé sur Pondichéry et qui arrachait tout sur son passage. Et il y avait des pluies, mais alors vraiment déluviennes. Donc, voilà, où ça commençait à inonder, en fait, tout. Donc en fait le toit de la maison, qui était quand même une grande maison encore une fois, était tombé, tous les câbles électriques s'étaient détachés et en fait il y avait une petite cour dans cette maison-là et en fait il y avait des pots de fleurs, mais des pots de fleurs énormes, énormes, hein, des pots de fleurs d'arbres qui volaient vraiment dans la cour littéralement. Et donc l'eau a commencé un peu à monter. Les rats sortaient, enfin bon, il y avait absolument tout. Donc moi, au début, je suis restée dans la maison, je me suis mis sur une table, puis je me suis dit, mais en fait, parce que moi, je devais rejoindre Tibaï pour aller sur la plage, pour faire le nouvel an. Et là, je me suis dit, soit je reste ici, mais là, je vais être bloquée toute la journée. Il n'y avait plus d'électricité, plus rien, enfin, voilà. Je ne sais même pas, on n'avait pas prévu de se revoir avec ce gars-là. Il m'avait dit, bah, écoute, tu claques la porte et puis c'est tout. Donc j'étais vraiment toute seule là. Je me suis dit, mais là, il faut que je parte en fait, parce que sinon je vais être bloquée et puis je pourrai plus jamais partir avant je sais pas combien de temps. Donc en fait, je suis partie et donc j'ai remonté mon pantalon, j'ai mis mes tongs dans mon sac et puis je suis partie pieds nus comme ça, avec de l'eau jusqu'en dessous du genou à peu près, c'était ça. Et puis dans la rue, et là, mais vraiment, j'ai vu qu'en fait, c'était la catastrophe. Il y avait vraiment des arbres partout. C'était le déluge. Et puis, c'était le début du déluge, en fait. Hein. Donc, il y avait quand même encore des trucs, des personnes qui essayaient de ramasser des choses, voilà. Et puis, miraculeusement, mais alors vraiment, je ne sais même pas ce qu'il faisait là. Je pense qu'il essayait de rentrer chez lui. Il y a un tuk-tuk, qui sont du coup les petites voiturettes, enfin, c'est plutôt un scooter avec une bâche au-dessus, mais enfin voilà, qui était là. Et donc, je l'arrête et je lui dis, est-ce que tu peux m'emmener à la gare? Il faut absolument que je prenne mon bus. Et il me dit, bah non, mais là, il n'y aura pas de bus. Enfin, et je lui dis, oui, mais de toute façon, il faut que je parte. Enfin, moi, je ne reste pas là. Donc il me dit, bah écoute, de toute façon c'est sur mon chemin de chez moi, donc je te dépose. Et vraiment il y a une solidarité à ce moment-là qui se met en place, qui est assez intéressante et humaine justement, encore une fois. Hein, les éléments se déchaînent autour de nous et puis bah, en fait les humains se mettent tous ensemble pour s'entraider. Donc ça c'est aussi très très beau à vivre. Et puis cette nature quoi, qui reprend le dessus, c'est quand même incroyable aussi. Et donc, il m'amène à la gare. Et là, pareil, c'était un peu la folie. Et il y avait des arbres de partout, de l'eau, enfin voilà. Et je demande le bus pour aller à la plage où je devais aller. Qui était... Alors, à chaque fois, les distances en Inde, on parle pas en heures, on parle quasiment en jour. Hein. On est toujours entre au moins 10, 15, 18 heures de bus, voire plus. Hein, donc... Et là, je sais même plus combien de temps il me restait, mais bon, il me restait quand même pas mal. Et donc je demande ce bus-là, et là le gars me dit, mais c'est ce bus, c'est le dernier, il était en train de partir quoi. Et il me dit, c'est le seul qu'il y aura aujourd'hui, parce qu'après de toute façon, on peut plus faire partir, c'est trop dangereux. Et donc là, le tuk-tuk avec qui j'étais venue, plus le gars de la gare, me disent, écoute, vas-y, on y va à fond. Et donc en fait, ils se sont mis dans le tuk-tuk avec mon sac, moi. Et en fait, on a tracé pour suivre le bus. Et en fait, ils m'ont mis dans le bus avec mon sac. Ils m'ont envoyé mon sac. Mais c'était du délire. Alors qu'il y avait des arbres au milieu de la rue, de l'eau, enfin voilà. Et donc ils étaient hyper contents d'avoir réussi à me mettre dans le bus. Et moi, j'étais ravie. Je les remerciais de loin. Et puis moi j'étais dans mon bus, puis après tout allait bien. Et donc j'ai fait la route jusqu'à la plage où après, bon bah, j'ai bien profité et ça a été un très 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 beau nouvel an avec Tibaï et puis avec plein de copains, parce que au final tous les copains français se sont retrouvés à cet endroit-là. Donc c'était très sympa. Mais voilà, plein de petits moments comme ça, très forts, et de connexion entre les gens, d'humains, de la nature qui reprend le dessus, de se laisser vivre aussi en fait. Hein. Vraiment dans tous ces moments-là, on n'a pas le contrôle sur quoi que ce soit, on se laisse couler, on est en permanence connecté à son intuition. Donc c'est très fort en fait, et du coup ça donne une force vitale et une confiance en soi qui est hyper belle et hyper profonde en fait. Je me souviens que sur le moment, j'avais ça. J'avais vraiment une confiance énorme
Et c'est pour ça que je dis vraiment, je n'étais pas insouciante, j'étais pas inconsciente. Je prenais vraiment bien conscience de ce qui m'entourait, mais j'avais confiance. Et c'est vraiment ça que je tenais à dire. Je pense que c'est la base pour moi de mon éveil. Ça a été de prendre confiance. De prendre confiance en mon intuition, de prendre confiance en mes ressentis, de prendre confiance en ces capacités que j'expérimentais et que je découvrais. Et puis de prendre confiance aussi en fait en l'humanité. Et puis de prendre confiance en notre terre et à cette nature au final qui sait, qui a la connaissance, mieux que nous en tout cas. Et c'était vraiment tout ça qui pour moi a été le déclencheur. J'étais déjà un peu dans tout ça, dans tout ce qui était ésotérique. J'aimais beaucoup, je pratiquais énormément déjà de thérapie alternative parce que j'allais pas très bien à l'époque. J'avais déjà déclenché, je pense, mon alcoolisme de l'époque. J'avais déjà fait une grave dépression. Je m'étais scarifiée quand j'étais adolescente. J'avais beaucoup de pensées négatives. Puis j'avais des relations très très toxiques avec les hommes aussi. Avec mes compagnons, parce que pour le coup j'avais toujours des très longues relations mais très compliquées, très toxiques. Donc c'est vrai que tout ça en fait je voyais que c'était comme si j'avais besoin de guérir de tout ça. Et l'Inde d'ailleurs m'a guéri d'une de mes relations les plus toxiques, les plus compliquées, qui avait déclenché ma dépression. Et vraiment, en fait, en me reconnectant à tout ça, j'ai compris que on avait tous en nous la force et tout ce qu'il fallait. Mais qu'en fait, c'était juste retrouver ça, retrouver cette force vitale, cette lumière. Et en fait, ça résonnait vachement avec moi parce qu'une des valeurs principales de l'association avec laquelle que mon père avait créé et a créé, qui fonctionne toujours, pour les adultes handicapés mentaux, c'est l'autonomie en fait. C'est vraiment redonner l'autonomie aux gens. Et en fait, pour moi, ça faisait vraiment écho dans ce sens où j'avais retrouvé mon pouvoir personnel et donc j'avais retrouvé mon autonomie. Et donc, je pouvais moi-même me guérir. Et c'est là que commence vraiment tout ce processus de guérison déjà, dans un premier temps, de moi-même, de toute cette vie terrestre que j'avais eue, puis des vies d'avant, de tout ce que j'avais pu ramener ici. C'est un long processus qui n'a pas de fin et qui donc est toujours en cours, même s'il est beaucoup plus apaisé maintenant qu'à l'époque. Mais voilà, et donc à partir de ce moment-là, je pense que sur mon chemin, mes guides et puis mon équipe lumineuse a mis en fait des personnes afin de m'enseigner, afin de me transmettre, afin de m'apprendre ce dont j'avais besoin pour moi me guérir. Et c'est vraiment comme ça que je vois maintenant mes accompagnements, que ce soit mes accompagnements parentaux, puisque du coup je suis accompagnante parentale vraiment sur l'aspect pédagogique, donc là sur mes connaissances très pratico-pratiques de l'enfant, du développement psychologique, physiologique de l'enfant et de son accompagnement du coup vers une autonomisation et puis vers du coup ce qu'on appelle, même si j'aime pas trop ça, l'éducation bienveillante, parce qu'elle est très mal comprise et interprétée de nos jours. Mais en tout cas, dans ces accompagnements, c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre. C'est des outils qui permettent ensuite aux parents de vivre leur parentalité, de guérir leur parentalité, déjà leur enfant intérieur, pour pouvoir être le parent dont ils ont envie. Et puis qu'ils puissent le faire par eux-mêmes, sans avoir cette... j'aime pas trop ce concept de dépendance en fait au thérapeute. C'est quelque chose qui me pose problème à chaque fois. Alors je pratique encore pas mal de thérapie parce que je considère que c'est important même en tant que thérapeute de continuer d'avancer, mais c'est vrai que c'est des thérapies où je ne suis pas autonome et c'est quelque chose qui à terme je pense ne fonctionnera plus du tout pour moi parce que déjà maintenant c'est quelque chose que je commence à éliminer de plus en plus parce que je cherche à être autonome là-dedans.
C'est important bien sûr d'avoir du recul, d'avoir une personne pour échanger, etc. Mais on peut le trouver autrement, sans avoir forcément cette dépendance. Et puis dans mon autre casquette, qui est du coup de thérapeute holistique, au final c'est exactement ça que j'essaye de mettre en place, c'est-à-dire que à travers l'EFT, donc qui est la technique de libération émotionnelle par le tapping, qui se base sur la médecine chinoise et les points d'acupuncture que vous avez en acupuncture, au final, c'est des méthodes, au bout de 2, 3, 4 séances maximum, les gens sont autonomes et le font par eux-mêmes et donc ont exactement les mêmes effets qu'ils auront avec moi. Bien sûr, on peut aborder les gros traumas, les gros sujets ensemble parce que c'est un peu plus facile peut-être, mais après pour le quotidien, ça leur donne des outils. Et pareil pour tout ce qui est sophro, hypnose, etc. C'est au final des choses qui sont très facilement faisables après par soi-même. Et puis parce que voilà, il suffit aussi d'avoir un petit enregistrement ou quelque chose, d'avoir sa routine, on le met en place et ça fonctionne bien. Et puis pour tout ce qui est soins et pendule ou tout ce que je fais qui va être protocole, etc., de libération des liens de souffrance ou de nettoyage de tout ce qui est mémoire karmique, etc. Ça, en fait, je vais tout de suite proposer aux gens, si ça les intéresse, de leur expliquer comment je fais et de les former. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un secret que je dois garder pour moi-même. Et donc, s'ils sont pas intéressés et qu'eux veulent juste le faire pour eux-mêmes, et que c'est en une fois et que voilà, il n'y a pas de souci, c'est aussi quelque chose qui est possible, mais il y a toujours cette possibilité de se former pour pouvoir le faire. Parce que c'est important en fait de redonner le pouvoir en fait à la personne. C'est important de le remettre au centre de sa guérison. Voilà pour ce premier podcast numéro 0 qui me présente un petit peu. Alors je suis pas du tout allée au final là où je voulais vous raconter, mais c'est pas grave. Ce qui est sorti maintenant, c'est sûrement ce qui devait être dit pour que vous puissiez un peu avoir une idée de qui je suis, de ma personne. Au final, c'est tout mon vécu, toutes mes aventures, toutes mes expériences et mes rencontres qui font qui je suis maintenant. Et j'en suis très fière. Je suis vraiment fière et honorée de toutes les personnes que j'ai eues sur mon chemin, avec qui j'ai vécu ces choses-là. J'ai beaucoup d'amour et de reconnaissance envers toutes ces personnes, même si bien sûr il y a pu avoir des conflits et avec certaines personnes je ne suis plus en contact et ça s'est pas forcément très bien fini, mais maintenant pour moi je suis à un stade de ma vie où je ressens vraiment uniquement de l'amour envers eux et je leur envoie beaucoup de belles énergies parce que je me rends compte à quel point c'est des personnes qui m'ont fait grandir, qui m'ont apporté, qui m'ont donné, qui m'ont transmis. Donc pour ça, encore une fois, énormément de gratitude et je souhaite et j'espère à mon tour pouvoir partager, échanger, transmettre et puis grandir ensemble. Donc c'est un peu l'idée de ces podcasts. Ça n'a pas prétention d'être méthodique, ça n'a pas prétention d'être justement de la formation très théorique parce que je suis pas quelqu'un comme ça, je suis vraiment dans une pratique intuitive, donc tout ce que je fais, j'ai fait bien sûr des formations parce qu'on vit dans un monde où il faut avoir des certificats pour pratiquer, mais la plupart des choses au final que maintenant je vais pratiquer au quotidien, c'est des choses que j'ai apprises de manière intuitive en faisant et en expérimentant. Et moi c'est un peu tout ça que j'ai envie de vous transmettre et de partager. Et donc aussi de partager les expériences des personnes qui comptent et qui ont compté pour moi et qui, voilà. Donc j'aurai un invité, pas forcément à chaque épisode, mais de temps en temps. Et donc le podcast numéro 1, comme je vous disais, ce sera Laure Langlais. Donc Laure Langlais, c'est une chuchoteuse bébé. Voilà, alors elle est beaucoup plus que que chuchoteuse bébé, mais son titre en tout cas actuel c'est ça. Et c'est vraiment avec elle que j'ai vécu la dernière étape qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, parce que du coup c'est la dernière année de ce gros push d'éveil spirituel que j'ai envie de dire vraiment voilà, là, ça a explosé et c'est vraiment avec Laure et avec d'autres personnes, mais voilà, principalement Laure que j'ai vécu ça. Donc j'ai envie de l'inviter pour qu'on puisse papoter de tout ça et que vous puissiez découvrir la magnifique personne qu'elle est.
Donc je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, soirée, semaine, week-end, peu importe au moment où vous écoutez ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours et puis à me poser des questions aussi si vous en avez, auxquelles je pourrais répondre peut-être dans un podcast dédié aux questions que vous avez. À très vite, et si vous voulez me retrouver sur les réseaux, donc c'est Typhane, donc Typhane _du-bas Fossé, F-O-2-S-E-T. Et puis sur mon site internet, c'est futehaus.com. Alors c'est parce que je suis en Allemagne, alors du coup c'est un peu à l'allemande, mais c'est Futehaus.com. Voilà, et je vous dis à très vite.